Êtes-vous favorable à l'utilisation de la couverture végétale comme moyen de lutte contre l'érosion des sols? A. Elle est favorable à l'utilisation de la couverture végétale. B. Elle est défavorable à l'utilisation de la couverture végétale. C. Elle est favorable à l'utilisation de la couverture végétale sous certaines conditions. D. Elle ne donne pas clairement son avis. Personne, A. En tant qu'agronome spécialisé dans la gestion durable des écosystèmes agricoles, je peux affirmer que les couverts végétaux jouent un rôle clé dans la préservation des sols, notamment en milieu rural soumis à une forte pression anthropique. Leur capacité à limiter la battance, favoriser la percolation de l'eau et stabiliser les agrégats du sol est scientifiquement établie. Cependant, il ne faut pas tomber dans un discours simplificateur, leur efficacité dépend d'une série de paramètres, dont la densité de couverture, le type d'espèce utilisée, qu'il s'agisse de légumineuses ou de graminées, et surtout leur intégration dans un plan de culture cohérent. Autrement dit, sans un accompagnement technique et institutionnel, le recours à la végétalisation peut se transformer en une initiative purement cosmétique, voire contre-productive. Personne, B. Je ne partage pas totalement cet enthousiasme. On présente souvent la couverture végétale comme une panacée écologique, mais dans la réalité, les résultats sont beaucoup plus mitigés. Par exemple, dans les régions semi-arides, le maintien d'une couverture végétale dense peut accentuer la concurrence hydrique entre les cultures principales et les plantes de couverture, avec un impact négatif sur les rendements. De plus, l'introduction d'espèces non adaptées peut perturber la biodiversité locale et favoriser l'émergence de pathogènes. À mon sens, tant que les conditions environnementales, sociales et économiques ne sont pas toutes prises en compte, cette pratique demeure largement théorique. Personne, C. C'est une approche intéressante, certes, mais elle ne peut être efficace que si elle s'inscrit dans une stratégie de gestion intégrée des ressources naturelles. Isolée, la couverture végétale aura peu d'effets durables. Elle doit impérativement être couplée à d'autres mesures telles que l'agroforesterie, la restauration des haies bocagères, ou encore l'amélioration des techniques de labour. En d'autres termes, je ne suis pas opposé au principe, mais il ne faut pas en faire un totem de vertu. Ce qui importe, c'est la cohérence globale du dispositif agroécologique. Êtes-vous favorable au recyclage du papier comme matière première dans d'autres industries? A. Elle est favorable au recyclage du papier. B. Elle est défavorable au recyclage du papier. C. Elle est favorable au recyclage du papier sous certaines conditions. D. Elle ne donne pas clairement son avis. Personne, A. D'un point de vue écologique et économique, je ne vois pas comment on pourrait aujourd'hui se passer du recyclage du papier. La réutilisation de la fibre cellulosique permet non seulement de réduire la déforestation, mais aussi d'économiser de l'énergie et de l'eau dans les processus industriels. Il existe certes des contraintes techniques, comme la dégradation progressive des fibres après plusieurs cycles, mais les progrès technologiques récents dans le tri optique et le traitement enzymatique ont considérablement amélioré la qualité du papier recyclé. Ce qui importe désormais, c'est d'intégrer ce matériau dans des chaînes de valeur circulaires avec une planification industrielle intelligente et des normes de qualité strictes. C'est une nécessité, pas une option. Personne, B. Je suis plutôt sceptique. Le recyclage du papier est souvent présenté comme une solution miracle, mais il faut regarder les choses en face. Les processus de désancrage, de blanchiment et de retraitement sont extrêmement énergivores et génèrent des sous-produits parfois polluants. Dans certaines configurations, l'impact écologique du recyclage peut presque égaler celui de la production à partir de fibres vierges. Je ne dis pas que c'est inutile, mais il faut être lucide sur les coûts cachés. Avant de généraliser cette pratique, il faudrait évaluer systématiquement son bilan environnemental complet, ce qui est rarement fait de manière rigoureuse.
Personne, C. Pour ma part, je ne suis ni radicalement pour ni fondamentalement contre. Tout dépend du contexte industriel et de l'usage final. Dans certains secteurs, comme l'emballage ou les produits à usage unique, le papier recyclé s'impose logiquement. En revanche, pour les usages plus techniques, comme le papier graphique ou le papier d'impression haut de gamme, les exigences de qualité limitent sérieusement les possibilités de recyclage. Il faudrait donc adopter une approche différenciée, fondée sur l'analyse du cycle de vie et la destination finale du produit. Êtes-vous favorable à l'utilisation du pain toasté à la place de la baguette pour au moins un de vos repas quotidiens? A. Il est favorable à l'utilisation du pain toasté à la place de la baguette. B. Il est défavorable à l'utilisation du pain toasté à la place de la baguette. C. Il est favorable à l'utilisation du pain toasté sous certaines conditions. D. Il ne donne pas clairement son avis. Personne, A. Franchement, je ne sais pas si c'est une bonne idée. D'un côté, le pain toasté a une texture intéressante et il peut être plus facile à digérer pour certaines personnes, surtout en cas de problème de digestion. Cependant, il me semble que la baguette, avec sa croûte et son goût unique, fait partie intégrante de notre culture alimentaire. Le problème, c'est que, parfois, le pain toasté peut devenir sec ou trop dur si on le laisse trop longtemps. Donc, tout dépend de la qualité du pain et du moment de la journée. Je dirais que ça pourrait être une alternative pour certains repas, mais pas pour tous. Personne, B. J'ai longtemps utilisé de la baguette tous les matins, mais récemment, j'ai essayé le pain toasté sur les conseils d'un ami. C'est vrai que, le matin, ça change un peu, et cela permet de varier. D'ailleurs, j'aime bien le fait que le pain toasté puisse être plus facilement adapté à des garnitures diverses, comme des avocats ou des fromages fondus. Mais honnêtement, ça ne remplace pas le croquant et la fraîcheur de la baguette. Je crois que c'est une bonne option, mais plutôt pour les repas légers ou les goûters, pas pour les repas principaux. Personne, C. Je ne suis pas vraiment convaincu par l'idée de remplacer la baguette par du pain toasté, mais c'est une question de contexte. Par exemple, pour un déjeuner rapide ou quand on est pressé, un toast peut être bien plus pratique et savoureux. Par contre, j'ai toujours trouvé que la baguette avait un meilleur goût et un meilleur effet en termes de satisfaction, surtout lorsqu'elle est accompagnée d'une soupe ou d'un plat en sauce. Le toast, bien qu'il soit pratique, ne me procure pas cette sensation de plénitude. Pour moi, c'est une question de moment et de type de repas. Êtes-vous favorable à participer aux élections locales dans votre ville? A. Il est favorable à participer aux élections locales. B. Il est défavorable à participer aux élections locales. C. Il est favorable sous certaines conditions. D. Il ne donne pas clairement son avis. Personne, A. Je pense que c'est une responsabilité civique importante, mais honnêtement, il y a des moments où l'ensemble du processus électoral semble tellement politique et déconnecté de la réalité des citoyens. J'ai observé que les programmes des candidats locaux sont souvent trop généraux ou centrés sur des problématiques qui ne me concernent pas directement. Cependant, je reconnais que voter reste une façon d'avoir une voix, même si je ne crois pas toujours en l'efficacité des décisions prises ensuite. Personne, B. Pour moi, c'est une question de devoir. Participer aux élections locales me permet de choisir les personnes qui auront un impact direct sur la gestion de ma ville, que ce soit en matière de transport, d'éducation ou de logement. Certes, il y a parfois des frustrations avec les résultats, mais l'alternative est de rester passif et laisser d'autres décider pour nous. Même si parfois, il y a des failles dans le système, je crois fermement à l'importance de ce droit de vote.
Personne, C. Je suis assez mitigé sur cette question. D'un côté, je trouve qu'il est essentiel d'être engagé dans la vie politique locale, mais de l'autre côté, je pense que beaucoup de gens n'ont pas une véritable compréhension des enjeux locaux avant de se rendre aux urnes. Parfois, le manque d'informations claires ou la difficulté à discerner les promesses des candidats rendent le choix difficile. Pour moi, il est important de bien s'informer avant de participer, ce qui peut parfois me freiner dans le processus. Êtes-vous favorable à l'obtention d'un prêt hypothécaire pour l'achat d'un premier logement à condition d'en devenir propriétaire permanent? A. Il est favorable à l'obtention d'un prêt hypothécaire pour l'achat d'un premier logement. B. Il est défavorable à l'obtention d'un prêt hypothécaire. C. Il est favorable à l'obtention d'un prêt hypothécaire sous certaines conditions. D. Il ne donne pas clairement son avis. Personne, A. En tant qu'économiste urbain, je considère que cette mesure représente une avancée intéressante pour l'accession à la propriété, notamment chez les jeunes actifs confrontés à la volatilité du marché immobilier. Toutefois, il serait illusoire de penser qu'un prêt, même bonifié, suffit à garantir une stabilité résidentielle durable. La propriété permanente, en l'absence d'un encadrement rigoureux du crédit et d'une régulation foncière efficace, peut déboucher sur des phénomènes de spéculation et d'endettement structurel. Il ne s'agit donc pas d'un refus de principe, mais d'un appel à la prudence quant à ses implications systémiques. Personne, B. Je suis fermement opposé à ce dispositif. Il perpétue un modèle de société basé sur la propriété individuelle, au détriment d'alternatives plus inclusives comme le bail réel solidaire ou l'habitat coopératif. D'un point de vue écologique et social, promouvoir l'achat systématique revient à encourager l'artificialisation des sols et la fragmentation urbaine. Pire encore, cela marginalise les populations à faible revenu, qui se retrouvent exclues de ces dispositifs, même subventionnés. Il est temps de remettre en question cette obsession de la propriété comme unique vecteur de sécurité résidentielle. Personne, C. Je ne rejette pas l'idée en soi, mais elle n'a de sens que si elle s'inscrit dans une stratégie globale de justice sociale et d'équité territoriale. Il faut s'assurer que ces prêts ne profitent pas uniquement aux ménages déjà solvables. La mise en place de critères d'attribution différenciés, couplés à un accompagnement social, est primordiale pour éviter les effets d'éviction. Je suis donc favorable, mais uniquement dans une logique d'inclusion contrôlée et de répartition équitable des ressources publiques. Êtes-vous favorable à l'attribution de la nationalité à la naissance selon le principe du droit du sol? A. Il est favorable à l'attribution de la nationalité selon le droit du sol. B. Il est défavorable à l'attribution de la nationalité selon le droit du sol. C. Il est favorable à l'attribution de la nationalité selon le droit du sol sous certaines conditions. D. Il ne donne pas clairement son avis. Personne, A. La question du jus soli ne peut être abordée sans prendre en compte le contexte géopolitique actuel. En tant que juriste spécialisé en droit comparé, je vois dans cette approche une manière de garantir une forme de cohésion sociale et de prévenir l'apatridie. Cependant, dans certaines situations, le droit du sol automatique peut induire des tensions identitaires, notamment dans les zones à forte pression migratoire. Il faut donc encadrer ce principe par les conditions de résidence durable et de participation active à la société d'accueil. Personne, B. Je suis catégoriquement contre. Le droit du sol, appliqué sans discernement, est un leurre humaniste qui peut se retourner contre les pays hôtes. Il crée un appel d'air migratoire et alimente des dynamiques démographiques non maîtrisées. De plus, il remet en question la souveraineté nationale en diluant la notion d'appartenance culturelle. À mes yeux, la nationalité ne peut découler que d'un lien réel et durable avec la nation,
ce que seul le jus sanguinis garantit. Personne, C. Je pense que ce principe peut être légitime, mais à certaines conditions. Il faudrait, par exemple, que les parents aient un statut légal depuis un certain nombre d'années, ou que l'enfant ait grandi dans le pays jusqu'à un âge donné avant que la nationalité lui soit conférée. Ce n'est qu'à cette condition qu'on peut s'assurer d'une intégration effective et éviter des abus administratifs. Je suis donc favorable, mais pas de manière automatique et universelle.